je vais partager avec vous un peu ce que je connais. Pour moi, quand Gilbert m'a demandé de venir faire une conférence, j'ai dit ben oui, ça va me faire plaisir. Ça ne veut pas dire que la gestion des matières résiduelles, c'est sexy pour tout le monde. C'est ce que je disais ce matin à Mme Lévesque là, à la radio. C'est vrai que c'est pas sexy, mais il y a tellement de choses importantes là-dedans. Et est-ce que vous connaissez Simon Côté, là, Les 4 chasseurs, la pièce de théâtre Les 4 chasseurs? Oui. Bon, qui est écrit. Et lui, il siège sur notre comité de plan de gestion de matières résiduelles. Et il y avait une rencontre, je parlais, puis il était là, puis il avait les yeux, là, avec les sourcils en point d'interrogation, puis il me regardait, je disais, voyons, qu'est-ce qu'il y a, Simon? Et j'ai jamais vu quelqu'un parler de poubelle avec tant de passion. Mais c'est vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Alors, j'espère qu'il y aura des petits trucs que vous allez trouver intéressants dans cette présentation-là. J'en ai pour à peu près... là, ça se peut, quand je me mets à parler, des fois, je parle vite, puis je m'emballe. Vous avez le droit de dire, peux-tu slacker un petit peu? Parce qu'on ne comprend pas. Ça, vous pouvez faire ça aussi. Et je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure. Il peut arriver un moment où je vais vous dire « Ah, ta question, je vais y répondre plus tard. » Mais sinon, je vous invite, là, c'est ouvert. Ça vous va? Oui. Alors, ce que je vous propose comme contenu, on peut déborder de ça, on peut aller un peu partout. Là. Comme je vous dis, on ne sera pas limité dans les questions. Alors, on va commencer par la régie. C'est quoi? C'est qui? C'est où? Okay? Pour que vous compreniez bien ce que je suis, moi, ce que je représente. Je vais faire un petit cours 101 sur les différentes filières de matière. Moi, je les présente toujours, pour moi, il y a 4 filières. Il y a la filière de la récupération, le compostage, la valorisation et l'enfouissement. Donc, pour moi, ce sont vraiment 4 filières distinctes que je vais aborder une après l'autre. Après ça, je vais parler des bons coups de la régie. La créativité, pour nous, en fait, elle était importante, puis vous allez comprendre à la fin de l'exercice, c'est pas compliqué. Gilbert parlait de dons, hein? Vous faites des dons à toutes les 2 semaines. En fait, c'est que ce ne sont pas des dons, hein? Vous payez pour. Je ne sais pas si vous savez, là. Moi, je suis bonne à ça. Vous payez très cher pour ça. Alors, on va en parler de tout ça. Donc, la créativité, bien, il a fallu se rendre compte que ça coûtait trop cher, la gestion des matières résiduelles. Fait que je vais parler des puces électroniques sur les bacs, la culture de sol, la transformation du verre, Memento, l'agent vert, le calendrier annuel. Il y a peut-être des trucs là-dedans que vous ne connaissez pas, mais il y a peut-être des choses dont vous avez entendu un petit peu parler, puis je vais expliquer un peu plus. Alors, ça va jusqu'ici? Oui. Ouais. La régie. La régie, c'est quoi? En fait, c'est un organisme. En fait, on est un organisme à but non lucratif municipal. C'est pas clair tout le temps. Ce sont 2 partenaires qui sont impliqués à la régie. Sont la MRC de Rocher-Percé et la ville de Gaspé. Et j'écris audacieux ici. Pourquoi? Parce que c'est sûr que moi, quand je suis arrivée à la régie ou même à la gestion de matières résiduelles au niveau de la MRC de Rocher-Percé, parfois je leur poussais dessus et je leur disais là c'est ça qu'il faut faire. Là, il faut aller vers ça, puis il faut faire ça. Puis là, des fois, ils disaient oh, Nathalie, on n'est pas sûr. Là, OK, il n'y a pas de problème, vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je vais m'en aller chez nous, aller faire des gâteaux. Parce que j'aime ça, faire des gâteaux. T'sais. Puis ils disaient non, Nathalie, reste. Puis on veut, oui, c'est correct, on va y aller. C'est pour ça qu'on a peut-être avancé, c'est parce que j'ai menacé. Je pense que c'est pour ça que ça a avancé. Puis ils ont suivi. Finalement, ça a payé la MRC de Rocher-Percé. Ça ne veut pas dire que ça prête à toutes les municipalités, mais à la MRC de Rocher-Percé, ça a fonctionné comme ça. Donc, la régie est née en 1998. C'était seulement le centre de tri des matières recyclables. Ils ont construit et opéraient le centre de tri des matières recyclables. Après ça, il y a eu l'achat du LET, donc le LET, le lieu d'enfouissement technique. Est-ce que vous savez ce que c'est, le lieu d'enfouissement technique? C'est là qu'on enfouit les déchets. Okay? Alors, le lieu d'enfouissement technique appartenait à Gaspé, à la ville de Gaspé. Puis là, la ville de Gaspé a dit à la MRC de Rocher-Percé, écoute, on est partenaire pour le centre de tri, on devrait être partenaire pour le lieu d'enfouissement technique. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, la MRC de Rocher-Percé a confié son contrat de gestion à la régie. Donc, la régie s'occupe aussi du site de compostage et des 3 écocentres qui appartiennent à la MRC, mais qu'on opère. Okay? Et on s'occupe aussi du contrat de gestion, du contrat de collecte et de transport des matières résiduelles. Donc, les 3 collectes. Alors, bac brun, bac bleu, puis bac à déchets. La régie, c'est une vingtaine d'employés. Une DG qui a trop d'idées, ça vous l'aurez compris. Une adjointe qui est débordée. Elle me le dit un petit peu trop souvent. 4 gars motivés au site de compostage. Il faut être motivé, c'est pas nécessairement là, tous les jours
la joie. Hein. Des fois, il y a des trucs, il y a des choses qui arrivent que tu ne voudrais pas voir sur ta plateforme de compostage. Un chargé de projet multifonction, j'y demande tout le temps toutes sortes d'affaires. Des équipes impliquées aux éco-centres, au centre de tri, au lieu d'enfouissement technique, puis un agent vert pas frileux, parce que souvent il doit faire ses tournées à 5 heures le matin quand il fait moins 20, moins 25, et que les bacs sont gelés. Alors voilà, ça c'est l'équipe, et c'est la régie. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Oui. Puis on dessert, nous, principalement, les deux MRC, donc MRC Rocher-Percé et MRC Côte-de-Gaspé. La récupération. Alors, la récupération, elle se fait au centre de tri de Grande-Rivière. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu là, ce cadenas avec ce bâtiment-là? Ça vous dit quelque chose? Oui. À Grande-Rivière, oui. Alors, c'est là que le centre de tri est installé depuis 1999. Tout de suite, je parle de coût. Alors, le coût de revient. La matière recyclable nous revient, le coût de revient chez nous, c'est 85 $ la tonne. Okay? Retenez ça. Un coût de revient, c'est quoi? C'est la collecte, le transport et le traitement. 85 $ la tonne. Parce qu'à la fin, vous allez voir à la fin de l'exercice, là, vous allez voir les coûts de revient qui vont varier. Et puis je vais vous revenir, on fera un petit wrap-up à la fin là, en bon français. Nous, on traite environ 4000 tonnes par année. Principalement, là, si je vous donne les proportions, là, c'est à peu près 40% de carton, 20% de plastique, de tout ça, à peu près 20% de journaux et papier journaux dans ces eaux-là, et le reste, c'est du verre principalement, et quelques autres petites matières là, qui passent de temps en temps. Donc, les contaminants usuels, les 5 dernières années, on n'a pas d'augmentation au centre de tri. Okay? Il y a différentes raisons qui expliquent ça. D'abord, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, quand on achète de la salade à l'épicerie, c'est dans des contenants plastiques, là, des gros contenants qui se retrouvent au bac bleu. C'est bien, ce sont des emballages qui sont recyclables maintenant, mais qui ne sont pas très lourds, donc qui sont légers, qui occupent beaucoup de volume. Alors, on reçoit autant de tonnage, mais plus de volume. Ce qui nous demande, nous, d'être encore plus efficaces au niveau du tri. Les contaminants usuels au bac bleu qu'on retrouve souvent, très régulièrement, des vêtements, des tapis, des jouets, de la nourriture et des pâtes d'orignaux. Ça, vous l'avez vu passer, je pense, à l'automne dernier. Donc, ça prend de la créativité. Là. Mettre toute une carcasse d'orignal dans un bac, là, il faut vouloir. Là, donc, puis, je vais peut-être l'attraper un jour, cette personne-là. Alors, c'est ça, ce sont les principaux contaminants. Nous, ce qu'on dit souvent, là, je vous le dis, là, les quelques trucs là, qu'on répète régulièrement, dans le bac bleu, emballez pas vos affaires dans un sac attaché. Parce que les trieurs, puis si vous avez la chance de venir visiter le centre de tri, ça va nous faire plaisir. Mais quand ça passe à la ligne de tri, ça passe très, très vite. Puis là, le trieur, quand il est obligé d'ouvrir le sac, puis ça passe rapidement, il n'y arrive pas. Attachez pas votre sac, vous n'êtes pas obligé. Vous savez que les sacs sont recyclables, que vous mettez ça dans le bac bleu? Est-ce que vous étiez au courant? Oui. Tous les sacs d'épicerie, d'emballage, etc. On n'a pas besoin de les mettre dans le sac? Les sacs, vous pouvez les mettre dans un sac. Oui, ça c'est un très bon point. Il y avait une question aussi? Oui. Oui, mais je ne voulais pas t'interrompre, mais quand tu dis pas d'augmentation, tu avais l'air déçu. Est-ce que ça veut dire que tu souhaiterais en avoir plus? Ou? Oui, en fait, même, je vais l'aborder un petit peu plus loin, mais c'est parce qu'il reste encore une certaine proportion à l'enfouissement. Alors oui, je voudrais avoir une augmentation au centre de tri, parce que pour moi, ça signifierait qu'il y en a moins aux déchets. Mais il y a encore une bonne proportion aux déchets. Chez nous, à MRC Rocher-Percé, il y a encore 15% de gens qui n'utilisent pas le bac bleu. Donc, pour moi, il y a un petit... ça devrait pas. Il y a comme un non-sens là-dedans. Oui, donc, les sacs, c'est ça, les sacs d'épicerie, oui, vous pouvez regrouper ça dans un sac, mais attachez pas vos sacs, c'est pas nécessaire. Vous savez, les cartons de lait, les cartons de jus, c'est recyclable. Chez nous, du côté de MRC Rocher-Percé, on récupère aussi toutes les lumières de Noël. C'est fou, hein? Ça nous a fait 9 bacs bleus de lumières de Noël qu'on a récupérées cette année. C'est quand même important comme quantité. Donc voilà pour le centre de tri. Les matières recyclables, là, vous ne voyez pas très bien, là, mais moi, la présentation va être disponible après pour ceux qui la voudront.
Puis cette page-là, si jamais elle vous intéresse, là, je pourrais aussi la transmettre. Là. Mais nous, on l'utilise beaucoup dans les écoles quand on réussit là, à se rendre auprès des élèves. Là, parce que souvent, on va nous demander qu'est-ce qu'on fait avec les matières recyclables. Mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça. Est-ce que ça vous disait quelque chose? Non? Vous voyez, avec des bouteilles d'eau, avec 27 bouteilles d'eau, on peut faire un chandail. Avec 460 bouteilles de savon à vaisselle, on peut faire un bac bleu quand même. Avec 1000 boîtes de conserve, on peut faire une laveuse à linge. Puis avec 670 canettes, on peut faire un vélo. Alors, on sait qu'il se passe des choses. Nos matières, ils s'en vont quelque part pour être transformées en un autre bien. J'aimerais ça le jour où on va être capable d'avoir peut-être pas tout de suite, là, parce que là, on va se laisser digérer les projets qui sont en processus, mais j'aimerais ça, moi, un jour, être capable de prendre la matière recyclable, les plastiques. Je me donne un objectif dans 2 ans, là, transformer les plastiques chez nous pour les réutiliser chez nous. Mais ça, là, je vous le vends comme un scoop, là. Mon conseil d'administration n'est pas encore au courant. Alors, voilà, puis en bas, on ne le voit pas très bien, mais sur en bas, la flèche en bas, c'est la ligne du temps de dégradation des matières. Puis vous ne le voyez pas, là, puis moi non plus, soit dit en passant, mais ça dit qu'entre autres, le verre, ça prend 4000 ans. Il est complètement au bout de la ligne. Je vais juste aller dedans, juste pour voir si je suis capable de voir. Bon, une pomme, c'est 3 à 4 mois. Un mégot de cigarette, c'est de 1 à 2 ans, ou 1 à 4 ans. Une canette d'aluminium, c'est 200 à 500 ans. Je vous en dis comme ça là, que je vois. Là. Une boîte de conserve jusqu'à 500 ans. Un sac de plastique, 400 ans. Alors, vous comprenez que la matière recyclable qu'on enfouit, on gaspille de l'argent. C'est de l'argent qui dort, finalement. Mais en plus, ça va rester là pour très longtemps. Alors, voilà, c'est un peu à quoi ça sert. Tu sais, le recyclage, quelque part, c'est payant. S'il y a un endroit où il y a un type de matière ou une filière où on doit travailler, c'est celle-là, d'optimiser le recyclage. Le compostage. Alors, je pense que vous en avez entendu parler. La MRC Rocher-Percé composte depuis 2012. C'est un site, je vais vous montrer tout à l'heure les étapes. Le site de compostage est situé à Chandler, la rue de la Débouche. Peut-être que vous ne savez pas c'est où, la rue de la Débouche. Mais c'est au bout de Saint-François. Donc, c'est ouvert, là, quand vous y allez là, de mai à novembre, c'est ouvert de 8 à 5. Vous arrivez là, les gars vont vous accueillir, ils vont vous faire visiter. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Il y en a qui sont venus nous visiter. Là, M. Porlier, il y avait une délégation là, qui était venue. Puis, c'est fort agréable quand on reçoit de la visite. Là, les gars, ils chaînent, là, puis ils sont tout propres. Ça fait d'avant. Si vous pensez, en général, non. Parce que ils sont pas mal tout le temps là. Mais si vous craignez et que vous ne voulez pas faire le chemin pour rien, vous êtes mieux d'appeler, puis Richard va vous répondre. Là. Ouais. Là, vous allez dire, okay? Un coût de revient d'environ 85 $ la tonne. Alors, le recyclage, 85 $ la tonne. Composter, c'est 85 $ la tonne. Composter ou valoriser la matière organique. Okay? Donc, ça inclut la collecte, le transport, le traitement. Okay? On accueille aussi, nous, au site de compostage, les bouts de fonds septiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les bouts de fonds septiques? Là? Parce que je pense que je n'ai pas joint d'image, fait que je vais vous l'expliquer rapidement. Les bouts de fonds septiques, donc, arrivent, ils sont dompés dans un puits de pompage. Okay? Et là, ils sont pompés vers des géotubes, qui sont des genres de grosses guimauves. Là. Et c'est pompé à l'intérieur du géotube. L'eau traverse le géotube, mais les matières sèches, les matières solides demeurent à l'intérieur du géotube. Et quand le géotube est plein, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce géotube-là, là, il va servir, donc il va filtrer, mais il y a aussi un processus de gel-dégel pendant l'hiver. Alors, ça va faire épaissir les matières sèches, les matières solides qui sont à l'intérieur du géotube. Et quand on ouvre le géotube après 2 ou 3 ans, ça nous donne une boîte, un genre de boîte, là, qu'on peut valoriser sur les terres agricoles. Alors, on en est à notre 2e année. On a trouvé des producteurs agricoles qui sont intéressés à recevoir sur leur terre. Je ne vous dis pas que c'est facile à faire et que ça se fait dans
la joie et l'allégresse, là. Il y a des petits défis techniques qu'on va essayer d'améliorer cette année, mais c'est un excellent fertilisant pour les terres agricoles. Actuellement, le taux de participation, on stagne à 50%. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais me rendre à 80%, que j'étais patiente. C'est un changement de comportement, hein, la gestion des matières organiques. Alors, il faut trouver les bons trucs pour expliquer ça. Il y a des citoyens à qui il faut juste dire, regarde, mets pas la viande, puis le poisson dans le bac, mets les fruits, les légumes, les Kleenex, ça va bien aller. Puis, quand tu seras prêt, tu mettras les viandes. Ah oui, je peux faire ça, Charles. Là, quand je me dis ça, là, ça va mieux, puis là, tu sais, c'est moins difficile. Il y en a aussi qui n'osent plus, quand je marche sur le trottoir, ils changent de trottoir parce qu'ils ont peur que je les juge. Et là, je leur dis à chaque fois, non, mais je ne vous juge pas. Tu sais, prenez le temps qu'il faut, mais dites-vous qu'il va falloir y arriver. Parce que la matière organique à l'enfouissement a beaucoup de désavantages. Premièrement, on enfouit, elle nous coûte plus cher à enfouir qu'à composter, mais aussi c'est qu'il y a une génération de gaz au niveau du lieu d'enfouissement technique que tu ne veux pas. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir y arriver, mais moi, je peux comprendre que ça prend un certain temps à prendre les décisions, à prendre les bonnes décisions, puis pour la population, à se dire, OK, oui, bon, je vais m'y mettre. Puis surtout, la première, je ne vous dirai pas, le septembre 2012, on commence. Je pense que c'est la première fois qu'il faisait comme 28 degrés pendant tout le mois de septembre. Je peux-tu vous dire que des petits verres blancs, on en avait dans les bacs bruns. Okay? Et ça, c'est pas le fun la première semaine que tu commences. Donc, ça fait partie des aléas et on a expliqué aux gens, la viande, il faut que tu l'enveloppes, le poisson, il faut que tu l'enveloppes, sinon, c'est sûr que tu vas générer des problèmes. Moi, j'en ai jamais eu de verre chez nous, mais parce que je ferme mon bac, parce que je fais toujours ce qu'on appelle la lasagne, donc matière organique, les feuilles, soit des feuilles ou du gazon, puis tu sais, on intercale comme ça là, les couches. Je parle trop vite? Non. Puis c'est pas, à date, là, vous comprenez quelque chose? En fait? OK. Chez nous, là où on se distingue peut-être du reste du Québec, c'est quand on a commencé, on a dit pas juste les citoyens qui vont faire le compostage, mais aussi ce qu'on appelle les ICI, Institutions, Commerce, Industrie. Okay? Institutions, Commerce, Industrie, je vais dire ICI tout le long parce que c'est trop long à dire. Et donc, je m'en fâche. Tu sais. Donc, alors les ICI, nous, on a dit, vous allez commencer en même temps que les citoyens. Alors là, on a fait le tour, je parle évidemment des ICI qui génèrent des matières organiques. Chez nous, il y en a à peu près 125, 150, okay, qui génèrent des matières organiques. Je parle principalement des épiceries, des restaurants, des poissonneries, des grosses entreprises comme par exemple l'usine de congélation de Newport, les Bleuets. Alors, nous, on est allés rencontrer tous ces gestionnaires de ICI-là. Et ça prend beaucoup d'efforts pour convaincre et maintenir la participation. Parce qu'il faut que tu check. Des fois, ils commencent, là, ça va bien. Là, en fait, souvent, là, c'est que la première visite, là, ils vont y arriver. Puis ils disent, ah non, pas toi. Puis là, je leur dis, non, regardez, ça va bien aller, puis on va commencer ça, puis on va vous aider, bon. Puis quand ça fait 4 fois que tu y vas, il finit par te dire, OK, je vais le faire. Ils pensent que j'y retournerai pas. Ils se trompent. Parce que des fois, ça arrive qu'il peut se produire plein de choses, des changements d'employés, un changement de saison. Et là, tu vois qu'il y a un commerce qui ne participe plus. Il faut que tu l'appelles. Salut, comment ça va? Ah, tu as eu des problèmes? OK, bon, on va regarder ensemble pour qu'ils continuent à participer. Il y a certains commerces avec qui, certaines institutions de commerce et industrie avec qui ça va super bien, qui n'ont pas vécu de problématiques. Mais il y en a d'autres qu'il faut accompagner plus souvent, puis parce qu'il y a des problèmes qui surviennent de temps en temps, puis ça demande un effort peut-être. Mais quand ils voient la réduction sur le compte de taxes, ça compense la face à la tête. Donc, ça prend de l'humour, un petit peu de menace, tu gères ça, tu doses ça. Et ça prend de l'accompagnement personnalisé. Nous, on est allé en cuisine, on est allé regarder comment ils fonctionnaient, où est-ce qu'ils sont tes poubelles, où est-ce qu'il est ton bac bleu, OK, on pourrait mettre le bac brun ici, je te fais une affiche. Tu sais, on les a beaucoup accompagnés. On est super fiers des résultats. C'est pas encore un gros volume, là. C'est-à-dire qu'on est rendu peut-être à 300 tonnes générées par les ICI. Sur un total, là vous voyez la progression, là. La première colonne ici, ce sont ce qu'on appelle les ROTS, qui sont les résidus organiques de sources résidentielles.
c'est en moyenne entre 1000 et 1200 tonnes par année qu'on reçoit du résidentiel. Puis les ICI, qui fonctionnent par conteneur à chargement avant, eux autres ont autour de 300 tonnes par année. Ça progresse. On a commencé à 200, on est rendu à 300 autour de ça. Ça va assez bien. On reçoit beaucoup de résidus marins. Et ça nous distingue beaucoup des autres régions au Québec, parce que le résidu marin peut représenter jusqu'à même parfois 50% de ce qu'on reçoit au niveau des arrivages. Et ça peut être un défi, là, je vais en reparler un petit peu plus loin. Mais de l'autre côté, c'est de la matière organique. Ces entreprises-là, avant, ils s'étaient destinés en partie à l'enfouissement, ça leur coûtait excessivement cher. On reçoit aussi des résidus de bleuets, ça représente 300 tonnes par année quand même, là. Alors c'est non négligeable, et des bouts de fosse septique. Oui? Une petite question. Oui? Au niveau du compostage, c'est un élément qui peut être facilement utilisable localement. Là, vous avez un coût pour transporter et transformer des matières organiques en compost, puis après ça, le redistribuer dans la région. Donc, il y a beaucoup de transport. Si des municipalités s'organisaient pour le faire, ce compostage-là, ce serait quoi à peu près le coût de revient pour garder la matière proche des utilisateurs? OK. Nous, en fait, il y a une correction que je vais faire, puis je vais répondre à votre question. Chez nous, en fait, il n'y a pas vraiment de transport parce qu'on fait la collecte, bien, il n'y a pas de transport. C'est-à-dire, on fait la collecte, mettons, à Port-Daniel, ça s'en vient au site de Chandler, OK? Puis à Percé, ça s'en vient au site de Chandler. Alors, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, on ne peut pas dire qu'on a tant de transport que ça. Puis les citoyens, ils viennent au site, puis ils viennent en chercher, je vais en parler un petit peu plus loin, ils viennent chercher le compost, etc. Ils viennent chercher ça avec le pick-up ou des poubelles, ou etc. Une municipalité qui voudrait s'implanter un petit site de compostage un petit peu plus communautaire, OK? Donc, parce que c'est sûr que nous, là, c'est une grande plateforme, là. Vous allez voir, c'est quand même un site, j'ai regardé là. Ah oui, j'ai une photo aérienne après. OK, vous allez voir, c'est quand même un site là, qui occupe 2 à 3 hectares. Mais oui, une municipalité peut avoir un plus petit site de compostage, ça se fait très bien. Souvent, l'enjeu, c'est de gérer l'eau de compostage. Parce que cette eau-là, tu ne peux pas la laisser aller dans l'environnement. Et ce bout-là, il est compliqué, mais aussi il peut coûter assez cher à implanter. Nous, quand on a implanté le site de compostage, l'option la moins dispendieuse, c'était vraiment un site à air ouverte là, en andin. Là, OK? Et il y a quelqu'un qui me posait tout à l'heure avant la conférence, je pense que c'est Gilbert, on parlait des odeurs. Nous, là, c'était pas tu sais, les résidus marins, oui, il y a un enjeu d'odeur on a eu quelques épisodes dans une année. Mais les résidus résidentiels, là, on a zéro problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec les résidus résidentiels quand tu les travailles bien. Notre site est à 1 km de la première résidence, puis il y a des journées, tu vas arriver à la clôture en avant, puis ça ne sent rien. Mais il y a d'autres périodes, là, surtout en mai, là, où on reçoit beaucoup de crevettes, et là, pour nous, c'est un enjeu, là, parce qu'à cette période-là de l'année, la pression est basse, puis ça descend vers la ville, puis le vent et la vitesse du vent est très, très lente. Alors, ça fait ça de même sur la ville, c'est pas super. Ça dure 2 jours, tu sais. Fait que ça, on travaille ça depuis 2 ans. Les citoyens de Chandler, là, on travaille beaucoup avec eux, ils sont super patients, là, mais puis je pense qu'on va trouver la solution. Déjà, cette année, c'était moins pire. Mais sinon, les résidus alimentaires résidentiels, c'est pas un enjeu. Puis oui, c'est possible des petits projets. Combien ça coûterait? Ça, c'est une grande question. Parce que chaque site a sa particularité, et ça, c'est difficile de répondre à l'avance. Je m'excuse. Ça prend une petite étude. Il faut que tu viennes évaluer comme il faut quelques paramètres. Mais ça se fait. Ça se fait, puis il y a plusieurs firmes qui connaissent bien ça, la gestion des matières organiques. Concernant les bouts de fausses septiques, ça veut dire que ça contient des médicaments, des résidus médicaments. Ça contient aussi des produits cosmétiques, des produits détergents. Vous allez mélanger ça avec votre compost organique sans vous inquiéter? Non, nous, en fait, les bouts de fausses septiques ne sont pas mélangés avec notre compost, d'une part. D'autre part, il faut savoir que la valorisation des bouts de station d'épuration, des bouts de fausses septiques, ça se fait depuis... Moi, j'ai travaillé sur les premiers projets au Québec, dans le coin de Victoriaville, là, en 88. J'ai 50 ans. J'ai commencé très jeune. Mais, et donc, tout ça pour dire que ça
ça fait longtemps que c'est connu. Et quand on envoie des échantillons, là, écoutez, je pense qu'il y a comme 30 ou 40 paramètres qui sont analysés. Oui, ça se peut que maintenant, ils se préoccupent plus peut-être au niveau au niveau médicaments et tout. Et je pense que c'est peut-être une réflexion qui touche pas juste les bouts de fosse septique, les bouts de station d'épuration, ça touche aussi l'eau qu'on boit. Okay? Parce que jusqu'à quel point on peut retrouver des traces de ces éléments-là. Mais pour aujourd'hui, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que les bouts de fosse septique, on les gère à part. Elles sont valorisées sur des terres agricoles où il n'y a pas de culture pour alimentation humaine. Là, et c'est en vertu des directives là, émises par le ministère de l'Environnement. Puis pour l'autre compostage, ben, lui aussi, écoutez, je pense qu'on doit réaliser 6 ou 7 échantillonnages par année avec des analyses au laboratoire. Juste les analyses, c'est quelque chose comme 8 000 $ par année. Fait que c'est surveillé puis c'est bien encadré. Puis ça fait longtemps que c'est encadré aussi. Fait que c'est bien documenté au Québec. Peut-être que le ministère de l'Environnement, par exemple, pourrait donner plus de précision sur cet aspect-là, où ils en sont dans leur réflexion. Nous, les étapes du compostage, donc si je dépasse tout mon terme, là. Je suis rendu, ça va pas bien, mon affaire. Donc, premièrement, j'ai le bac. Les citoyens ont un bac, un 240 litres, qui est ramassé par un camion. Chez nous, on utilise le système multibox. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le système multibox. Le camion de collecte a une boîte amovible. Alors, il fait son porte-à-porte, puis quand la boîte est pleine, il va porter sa boîte à son site, il débarque sa boîte, il rembarque une boîte vide, puis il continue son circuit de collecte. Les boîtes pleines sont embarquées sur un trailer et ça s'en va à Gaspé. Puis c'est 3 boîtes qui descendent à Gaspé en même temps. On parlait de transport tout à l'heure. Pour nous, c'était une façon d'optimiser le transport parce que l'enfouissement était à 115 km du territoire de la MRC Rocher-Percé. Puis ça a permis des économies de 200 000 $ sur le contrat annuel de collecte et de transport. Donc, alors nous, on fonctionne comme ça. Ça arrive au site, vous voyez le dôme. Alors, les matières arrivent sous le dôme. Elles sont déchargées sous le dôme, sur la plateforme étanche. Et là, on a une équipe, je vous parlais de ma gang de motivés. Là, eux autres, ils arrivent, puis là, ils vont faire un premier tri. Ils vont enlever tout ça, les contaminants qu'ils voient. Alors, les sacs de plastique. La première semaine, les 2 premières semaines, on a reçu des bottes capées, on a reçu un siège d'auto, on a reçu toutes affaires. Là, à un moment donné, il a fallu qu'on dise aux gens, on aimerait préciser ici qu'un siège de voiture, ce n'est pas compostable. Okay? Alors, qu'on se le dise. Hein? Alors, mais ça s'est beaucoup corrigé, ça. Puis l'agent vert a fait une job ici, je vais en parler un peu plus tard. Alors, la matière arrive, on a un pré-tri manuel. Et quand une fois que le pré-tri est fait, qu'on a un peu nettoyé, on mélange avec un godet alu. Un godet alu, là, c'est un bucket, là, et qui a des roues dedans. Alors, on mélange la matière organique avec du copeaux, c'est du structurant. On mélange ça avec du copeaux et ça mélange comme ça et ça amène de l'aération dans la pile de matière organique. Et la température, elle monte à 70 degrés en dedans de quelques heures, sinon quelques jours, dépendamment de la matière. Alors, le 70 degrés est très important parce que si on n'atteint pas ce plateau-là, le 65-70 degrés, le processus de compostage, il ne s'enclenchera pas, il ne sera pas assez performant. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai un composteur chez nous, derrière la maison, là. C'est bien de continuer de composter. Nous, on a dit à nos citoyens, s'il y en a qui veulent continuer à composter à la maison, vous le faites. Mais tu montes pas, la température elle monte pas à 70 degrés. C'est pour ça que sur un site comme ça, tu vas monter, tu vas accepter la viande, les os, tu vas accepter toute la palette, les Kleenex, etc. parce que tu montes à 70 degrés. Un composteur à la maison, je ne sais pas là, si c'est en fond, là, mais c'est, je sais pas, peut-être 30-35 degrés que ça peut monter autour de ça. C'est pour ça que c'est plus difficile de composter des os dans un composteur à la maison. OK? Alors, on fait des retournements réguliers, puis après 6-8 mois, dépendamment de la période de l'année, bien, le compost est mature. Alors, quand il est mature, on le tamise, on recueille des échantillons, on envoie ça au laboratoire, et quand ils nous disent « oui, c'est beau, tout est beau », alors à ce moment-là, on met ça dans des sacs, ou bien on fait des piles pour les citoyens qui viennent en chercher en vrac. Okay? C'est beau pour ça? Les critères de maturité, c'est basé sur quoi? C'est principalement la respirométrie, c'est-à-dire qu'on envoie un échantillon au CRIC et lui, il doit nous dire, en fait, il y a 4 catégories, mais le principal, là,
c'est il faut plus qu'il y ait de consommation d'oxygène, il faut que ça soit en bas de tel critère de consommation d'oxygène. Quand c'est en bas de ce, je pense que c'est 270 kg. Je dis des niaiseries, OK? Je peux l'envoyer par exemple ce critère-là. Donc, quand on est en bas de ça veut dire que ça ne consomme plus d'oxygène, ça veut dire que c'est stable et que ton processus de compostage est terminé. OK? Ça répond? Oui. OK. Donc, nous, au site de compostage, vous voyez, c'est ça notre site. Là, c'est écrit en rouge, alors c'est pas très clair, mais tout en haut, là, où vous voyez deux petites piles en haut, là, ça, c'est notre aire de tamisage. C'est la dernière aire à la fin. Là. Quand vous allez venir chez nous pour venir chercher des sacs, là, bien, c'est là que vous allez aller chercher vos sacs. Le dôme, c'est là qu'on accueille la matière. Puis, après une semaine ou deux, sous le dôme, on la transfère sur l'aire qui est à la droite. Et c'est notre aire de compostage là, où la maturation se fait et se termine. Au fond, en bas, c'est notre bassin d'accumulation des eaux de compostage. Je vais en reparler tout à l'heure dans le projet de sol. Puis le carré mauve, c'est là où on a l'installation de traitement de bouts de fond septique. Alors, c'est à peu près 2 hectares ou à peu près. Ça a coûté 2,2 millions construire le site de compostage. Nathalie, ton rectangle à droite, c'est quoi le sous-sol? C'est quoi le fond? C'est granulaire. En fait, on a une membrane granulaire. On a des fosses là, pour recueillir les eaux qui sortent des géotubes. Il faut savoir que là, on vend le compost, on ne le donne pas. Parce que quand on le donne, il y a comme une impression que ce n'est pas un produit de valeur. Alors, nous, on le vend. OK? C'est comme 40 litres pour 3 piastres, quelque chose de genre. Et maintenant, on le vend via les quincailleries et les centres horticoles. Et on a doublé nos ventes. On était vraiment fiers de ça. Il faut voir les gars faire des sacs, par exemple. Ils n'en finissent plus de faire des sacs. Mais ça, pour nous, on donne des petites claques dans le dos. Parce qu'il y a des journées, ça va moins bien. Hein. On fait 33 collectes par année pour les citoyens. Et en hiver, il faut absolument, nous, ce qu'on dit souvent, parce qu'il y a certains citoyens, si le bac se vide pas au complet, là, ça va pas bien. On a beau leur dire, c'est pas grave, on est en hiver, tu sais, si tu as de la place pour accumuler, tu verras à la prochaine collecte. Non, ils veulent que ça vide au complet. Fait que pour que ça vide au complet, il faut mettre un sac papier, un grand sac à jardin, qui est à peu près haut de même, qui rentre dans le bac brun, puis tu mets tes matières dedans, puis ça ne collera plus. Mais sinon, en hiver, c'est le seul. À part ce problème-là, on n'a pas d'autre problème. Oui? C'est quoi est-ce que vous comptez vos ventes de compost dans votre revenu? Oui, j'ai dû compter ce revenu-là. C'est une bonne question. Je pense pas. J'ai pas calculé le revenu de vente. C'est un bon. Mais en fait, il devrait y aller. Si je veux avoir un coût de revient net, là, je devrais le mettre. C'est pas énorme, parce que les ventes de compost, ça peut représenter 10 000 $ dans l'année. C'est pas énorme, mais je prends note. Bon. Donc, il faut utiliser des sacs papier, sinon ça colle, puis là, le téléphone sonne. Mais c'est le fun que le téléphone sonne. Je dis, mon Dieu, mais moi, j'aime ça quand le téléphone sonne. Parce que ça nous permet de parler avec le monde, puis là, tu sais, de régler des affaires, puis poser des questions, puis clarifier des choses aussi. C'est toujours, moi je l'apprécie. Si j'avais plus de temps, je ferais juste ça, répondre au téléphone. Quelques épisodes d'odeur, la crevette, ça nous met sur les dents. OK? Comme je vous ai dit tantôt, le mois de mai, on a 2-3 jours, là, mon Dieu, ça rentre tout en même temps, puis la crevette est très, très liquide, hein, et ça ne tente pas tout le temps de chauffer vite. Il faudrait. Et on génère aussi 8000 m3 d'eau de compostage à transporter pour le traitement. On peut faire autrement, on va faire autrement cet été par la culture de sol. La valorisation. Bien, la valorisation, en fait, sur notre territoire, on a 3 écocentres. Il y en a un à Gascon, il y en a un à Grande-Rivière, il y en a un à Percé. En gros, un écocentre, là, c'est un grand espace où on a mis des matières séparées. Donc, les citoyens et les ICI et les CRD. CRD, c'est Construction, Rénovation, Démolition. Donc, les entrepreneurs en construction, rénovation, démolition. Donc, tout le monde peut venir aux écocentres. Et ils ont 2 choix. Ils peuvent trier eux-mêmes leur matière, donc le bois dans la pile de bois, puis les pneus dans la pile de pneus. Ou bien ils peuvent nous dire, je ne m'occupe pas de ça, puis je vais te payer pour trier ça. Okay? Donc, ils ont la possibilité, on a une grille tarifaire.
Le coût de revient, 145 $ la tonne. Ça coûte pas mal plus cher valoriser des matières que de composter et récupérer à 85. Les matières qu'on valorise, le bois sain, le bois non sain. C'est quoi la différence entre les deux? Le non sain, c'est tout celui qui a de la colle. Là. Tu sais, c'est ça. Oui, plywood. Alors que le sain, là, c'est tout le bois de palette, les 2x4 pas traités, ces trucs-là. Et les branches. Les branches, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en copeaux, on les réutilise au site de compostage. Puis pour les autres types de bois et bardeaux, on a obtenu, nous, un certificat d'autorisation. On fait un mélange de bois bardeau broyé et on s'en sert comme matériel de recouvrement journalier au lieu d'enfouissement technique. Là, vous allez me dire, Nathalie, c'est pas de la super valorisation que vous faites, là. Et je le reconnais, mais actuellement, au Québec, pour le bardeau d'asphalte, il n'y a pas beaucoup d'options. En fait, il n'y en a pas. Okay? Et j'arrive d'ailleurs d'un colloque la semaine dernière à Drummondville, on est encore à même place. À un moment donné, ça va débloquer, puis il y a des choses qui vont se passer, mais s'il y en a qui ont des idées, puis ça nous tente de partir une entreprise, puis de venez me voir, j'ai du matériel en masse, je vais vous le donner. Donc, bois, bardeau, les pneus, le métal, le J-Proc, on valorise le J-Proc, on le met de côté, puis on fait des voyages, il y a Saint-Rémy, puis au Lac-Saint-Jean, là, il y a plein de J-Proc, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher, tu sais, ce qu'il y a entre les deux feuilles, là, ça sert de chaux, finalement, d'amendement calcaire sur les terres agricoles. Les huiles et peintures usées, le matériel informatique électronique, je pense qu'on a ramassé comme 50 tonnes par année au cours des 2 dernières années. Nous, on a 9 points de collecte sur le territoire, les 2 territoires, la MRC Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé. On a 9 conteneurs où on accumule tout ce qui est, écoutez, il y a 4 pages de matière qu'on peut amener là. Les consoles, les télés, les écrans, les souris, les cartes, tout ce que vous pensez, là, c'est accepté. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Les piles, les fluos compacts, les bonbonnes de propane. On travaille actuellement sur le dossier des matelas, des parements de vinyle, puis du styromousse. Le styromousse, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Le problème, c'est que, entre autres, la compagnie Polystyrène, qui est une des compagnies qui peut transformer le styromousse, leur offre de service n'est pas très adaptée à la région. On est en train de pousser dessus un peu, là, je pense qu'on va les avoir là, bientôt. Parce qu'on est assez actifs. On lâche pas. Mais c'est pas. En fait, c'est pas qu'il y a beaucoup de tonnage de styromousse. Mais au niveau du volume, vous vous en doutez, c'est très embarrassant. Puis c'est plate d'enfouir ça, honnêtement. C'est vraiment plate. Les ampoules électriques. Les ampoules électriques, on les récupère. Oui, dans piles et fluos compacts. Okay. Encombrant, électroménager. Là, on est en train d'aménager des espaces pour la réutilisation. Tu sais, les gens qui veulent venir chercher un meuble, une porte, une chaise, puis une roue de vélo. Là. Ça prend un abri, ça prend un... Oui, c'est ça. On est en train de regarder ça là, pour mettre un petit abri. C'est pas facile à implanter, ça non plus, des fois, parce que tu veux un roulement de matière, hein, tu veux pas accumuler ces matières-là. Donc, c'est beau pour ça. Matériel informatique et électronique, vous faites quoi avec? Bon, nous, on a une entente avec ARP Québec. ARP, c'est un genre de... Quand vous payez, tu sais, vos pneus, là, vous payez un 3$ par pneu, je pense, okay, c'est la responsabilité élargie des producteurs, là, donc vous payez 3$ pour le pneu, puis là, le pneu, il est géré. Bien, pour le matériel informatique électronique, c'est la même chose. ARP, maintenant, il y a un éco-frais quand tu achètes une télé, un ordi, et cet éco-frais-là sert à payer la valorisation de ces matières-là. Donc, nous, on fait le tour de nos 9 points de dépôt, on ramasse ce matériel-là, on ne le donne pas à personne, on n'en vend pas à personne parce qu'il nous a été confié par les citoyens. On fait des palettes avec ça, on envoie ça au centre de traitement qui a été choisi par ARP et eux, ils nous compensent pour nos coûts de transport et manutention. Mais c'est tout redéfait, ces affaires-là, c'est tout valorisé maintenant. Je pense que ça ne s'en va pas en Chine. Je suis assez sûre que ça ne s'en va pas en Chine. Il faudrait checker là-dedans. Des fois, là, je fais bien confiance au monde, là, mais je devrais checker les affaires. Pourquoi tu dis que tu ne laisses pas les gens partir avec? On a eu une histoire l'été dernier. Ouais. Il y a un citoyen qui a ramassé un ordinateur qui était resté à l'extérieur du conteneur parce que nous, les conteneurs sont barrés. Il est parti avec ça. Il a trouvé le disque dur, il a ouvert le disque dur, là, je ne sais pas comment tu fais ça, là, tu pitonnes et ça dit quelque chose. Et là,
il a appelé le monsieur à qui ça appartenait, ce disque dur-là, puis il a dit, j'ai ton disque dur, je vais te le revendre. Sinon, je distribue tes données. Fait que c'est pour ça que les conteneurs sont barrés. Les employés n'ont pas le droit de distribuer le matériel. Vous l'aurez. Hey, on n'est pas tout seul à être créatif. Donc, oui. Tu voulais partir à 4h30, je pense. Il est quelle heure? Il te reste 10 minutes. Oh mon Dieu, Seigneur, jamais. Excusez, c'est peut-être trop long, mon affaire. J'aimerais beaucoup que tu parles de tes projets. Oui, j'arrive. Ça, vous allez voir sur le site internet de la régie. Parce que rapport ça, L'enfouissement. L'enfouissement, juste vous dire, 22 000 tonnes enfouies en 2016, 140 $ la tonne, plus collecte, transport, on est à 178. Enfouissement, 178. Valorisation, 140. Compostage et récupération, 85. OK? Presque le double que ça coûte par tonne enfouie. La Université de Rocher-Percé génère 20 de moins par habitant que la moyenne québécoise à l'enfouissement. J'ai écrit 20. Non, mais un matin, je me suis vraiment plantée. Là. Vous le direz à votre monde hein, que je me suis plantée. On a fait une caractérisation au LET et on a retrouvé une caractérisation, ça veut dire que tu vas passer des semaines là et tu checkes ce qui rentre dans le LET. 5 de plastique, beaucoup de bouteilles d'eau, des bouteilles de plastique, 10 de papier carton encore, 5 de textile, 5 de métal. Vous savez ça? Ça veut dire qu'on en a encore pas mal. Fait que le bilan MRC Rocher-Percé, un taux de valorisation qui est passé de 18 en 2009 à 51 en 2015. 51 c'est pas encore assez, mais on a un petit bout de fait. Une augmentation des quantités de matières résiduelles générées de 5 en 5 ans. Ça veut dire que même s'il y en a qui disent des fois, notre population est pauvre, puis on consomme moins chez nous, bien, on consomme quand même, on génère quand même 1 de plus à chaque année. Okay? Alors, ça, il faut essayer de réduire, tu sais, réduction à la source, là, avec nos 3 iPads et nos 2 cellulaires. Là. Ça. Budget annuel consacré aux matières résiduelles, 2,6 millions pour la MRC Rocher-Percé. La régie, nous, on gère un budget de 5,9 millions. On doit faire mieux, encore mieux. Bon, là, je vous présente quelques projets. Ah, je ne peux pas croire que je suis en train de... Alors, puces électroniques. Les puces électroniques, pourquoi on a décidé de faire ça? Une puce électronique, c'est un genre de un petit collant qu'on colle en dessous du rebord du bac, OK? Cette puce-là, quand on dit la scanner, cette puce-là est associée à une adresse. Alors, puce 28 12 16, bac brun, du 41 route Hamilton. OK? Quand le camion il passe, il lève. Comme ça. Et on voit sur la route comme ça, on voit tous les bacs qui ont été levés. Nous, ce qu'on voulait, on s'est dit, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a encore 15 des gens qui ne récupèrent pas, il y a encore 50 des gens qui ne compostent pas. Puis comment on peut faire pour mieux les rejoindre? Puis 90 des appels qu'on reçoit à la régie, c'est là, il est 9 h. Puis là, d'habitude, le camion, il passe à 9 h moins 5. Puis là, il est 9 h. Il est où ton camion? Bon. Alors, là, on va être capable de dire, ah, le camion est rendu à telle place, et oui, il s'en vient, il y a eu un bris, etc. Ça va répondre à 90 des questions qu'on reçoit. Oui. Alors, ça va nous aider à cibler nos interventions de sensibilisation. On va être capable d'aller, tu sais, quand on va voir qu'il y a un secteur où il n'y a pas de récupération, on va être capable d'y aller et dire, on peut-tu vous aider? Ça serait le fun que vous participiez. Puis l'objectif, c'est pas de jouer à la police et de dire, maintenant, je te donne un ticket de 150. On n'est pas rendu là. On est rendu au point où on veut s'assurer que tout le monde a bien compris et qu'ils comprennent pourquoi c'est important de participer à ces collectes-là. Alors, on pose la puce, quand le camion lève le bac, il détecte la puce, il transmet l'information au logiciel et nous, on est capable de faire un suivi. C'est clair ce que j'ai dit là? Oui. En 1 minute et demie. Gaspé, MRC Rocher-Percé, on a installé des puces sur tout et Gaspé, ça va se faire au mois de mai l'année prochaine. Il n'y a pas de pesage en même temps. Bon, il n'y a pas de pesée pour le citoyen, il n'y a pas de pesée, OK? Mais il y en a sur les bacs, les gros conteneurs métalliques, ça, il y a une pesée. Fait que nous, ça nous permet, au niveau des commerces, parce que nous, il était taxé là, au niveau c'était un principe d'utilisateur-payeur, mais basé sur le volume. Maintenant, ça va être basé sur le poids. Fait qu'il y a certains commerces où ça va paraître un petit peu plus, puis que là, il va falloir qu'on travaille des cures d'amaigrissement du conteneur. Culture de saule. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, 8000 m3 d'eau qui était générée au site de compostage. Ça représentait comme 220 trocs qui partaient à chaque année pour aller aux étangs aérés de Chandler pour traiter cette eau-là, qui contient principalement de l'azote, du potassium, du phosphore. Là, on s'est dit,
1 kilomètre plus bas, à 1,9 km plus bas, à vol d'oiseau, il y a l'ancien dépotoir de la ville de Chandler, qui est un site qui est plus ou moins réaménagé. Là, on s'est dit, hey, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de notre site de compostage avec une conduite. On va amener de l'eau sur une culture de saule sur l'ancien dépotoir. Pourquoi le saule? Parce qu'il pousse excessivement vite. Il pousse très, très vite. Et il consomme beaucoup de nutriments. C'est parfait pour nous. Alors, ce qu'on va faire, le projet, on est en plein dedans, là. Donc, à partir de septembre prochain, ça, c'est Rimouski qui ont cette... ça, en 3 ans, tu as 10-12 pieds. Donc, c'est goutte à goutte. On va pomper les eaux de compostage vers la culture de saule, goutte à goutte, parce qu'il faut respecter le besoin de la plante. On n'est pas là pour la noyer, on est là pour l'alimenter. Et après 3 ans, chop, 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 on coupe ça, on fait des copeaux avec ça, on ramène les copeaux au site de compostage, le sol recommence et c'est comme ça. Ça marche de là. C'est bon, hein? Mais c'est pas nous qui avons pensé à ça. Mais on va le faire. Pour l'hiver, maintenant que les gens veulent avoir leur poubelle propre, mais toi, quand tu as un stock terrasse d'hiver, il faut que tu t'attendes au printemps pour travailler. Oh non, on travaille, nous, à chaque semaine. Ta culture de sauge, c'est bon? Oui. Si vous avez des questions, c'est un projet qui est à peu près de 400 000 et on a un soutien financier de 50% de la FCM, Fédération québécoise, canadienne des municipalités. Transformation du verre. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors c'est un projet que la régie, moi, il y a 3 ans, on avait transporté un conteneur de verre à Montréal il y a 3 ans. Ça a commencé il y a 3 ans. On transportait le verre, 30 tonnes, 4 000 $. OK? Ça revient cher la tonne. Là, on a dit non, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, j'ai déposé des projets à Recycle Québec, à Éco-entreprise Québec, et 3 ans plus tard, presque 3 ans plus tard, nous avons été élus. Alors, oui, nous avons été choisis parmi 18 projets, probablement qu'ils avaient trop peur de me dire non. Et donc, mais honnêtement, je suis très fière qu'ils nous aient retenus. Et Recycle Québec et Éco-entreprise Québec qui travaillent ensemble sur ce dossier-là, c'est vraiment bien. On a aussi le MISI, le ministère Économie, Sciences et Innovation, qui est partenaire. En gros, c'est quoi? C'est une ligne de transformation sur laquelle on va faire passer et notre verre et nos rejets de convoyeurs qui contiennent beaucoup de verre, qu'on enfouissait d'ailleurs, et qui nous coûtait 80 000 $ par année. Mais là, au lieu d'enfouir les rejets, puis au lieu de transporter le verre à l'extérieur, on va le transformer localement. Et ça va donner, je sais pas, j'ai des images, ça va donner des petits morceaux de verre comme ça, vous voyez? Donc, ça va être variable, on va avoir 2 sortes de sous-produits. La ligne est installée et elle part lundi. On la démarre lundi. Donc, l'avantage, c'est qu'on va être capable de transformer du verre de chez nous, on va le transformer chez nous pour utiliser chez nous. Alors, pour moi, ça faisait du sens et les partenaires financiers sont arrivés au bon moment. Donc, on a déjà plusieurs opportunités pour utiliser ça. Mais en gros, ce qui est très connu, c'est souvent ça va être utilisé comme enrobage de conduite. Tu sais, quand ils font des réparations de conduite là, dans le sol, puis ils mettent du sable, là, ben, tu peux mettre du verre comme ça. Oui, ça fait très bien la job, mais tu peux l'utiliser aussi comme taillé de verre. Et le taillé de verre, c'est intéressant parce que ça conserve la chaleur. En Gaspésie, on a plus de misère des fois à certaines périodes, mais ça conserve la chaleur au sol et tu peux même te permettre d'avoir des plantes un petit peu plus qui ne sont pas habituelles chez vous. Et on va travailler justement des projets, on est en échange avec M. Albert Mondor, pour ceux qui le connaissent, qui est un spécialiste en horticulture. Là. Oui, on s'appelle Albert et Nathalie. Je l'appelle Albert, parce que j'en ai pas. Donc, tout ça pour dire que des balises lumineuses, on a déjà un prototype qu'on a fabriqué. Là, je dis on. Je dis souvent on, là, mais c'est l'équipe, hein, vous avez compris. Moi, je fais rien. Mais il a fait un prototype, j'ai commandé des affaires, j'avais pensé à ça à un moment donné à 2 h du matin. Et là, c'est un tube de plexiglas de 5 pouces, mettons, avec un autre de 6 pouces. Puis là, on est venu mettre du verre dans l'interstice, vous me suivez. Mm-hmm. Puis on a mis un truc, là, des DEL au centre, là, tu sais, des petites machines là, qui éclairent, là, comme Noël. De toute beauté, ça change comme ça fait la lumière. Alors, on va faire des balises lumineuses avec ça. On va aussi intégrer des sous-produits de verre dans des produits de ciment. Ça faisait du sens aussi.
Alors voilà, il y a des retombées. C'est clair qu'on ne transporte plus, on diminue les gaz à effet de serre, ça nous coûte beaucoup moins cher et il y a une création potentielle d'entreprise. Alors pour nous, la créativité, là, elle prend tout son sens ici. Ça a demandé de la patience quand même, là. Et on s'est planté 2-3 fois dans le mur, mais maintenant ça fonctionne, puis ça part. Memento, est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Y en a-tu qui suivent le Facebook, la régie? Okay. Pour ceux qui connaissent ça, Facebook, moi je ne suis pas Facebook, je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça là, ce que vous pouvez faire, ben, là c'est le calendrier de collecte de la MRC Rocher-Percé qui est là-dessus, OK? Mais Memento, c'est être capable de... Tu as un rappel pour sortir ton bac. Là, ça vient de dire, tu t'inscris, tu mets, mettons, ton code postal, ton nom, puis une autre affaire, à quel moment tu veux le rappel. Et là, ça te dit, ding ding, il faut que tu sortes ton bac 2. Très bien. Oui, tu payes tes taxes. Mais on a déjà, mine de rien, ça c'est un jeune homme, Samuel Dubé aussi, un nouvel arrivant, qui a parti ça, c'est un entrepreneur, il a parti ça, il est venu nous présenter ça, on a dit, oui, tu sais, on va essayer ça. Et actuellement, on en est, je pense, déjà comme à 300 abonnés. C'est tout récent, là. Alors ça c'est de la créativité, ça. Puis ça nous permet, nous, de rejoindre les citoyens avec ça. Et de s'assurer qu'ils participent aux bonnes collectes. L'objectif, c'est toujours ça, c'est qu'ils participent aux bonnes collectes. C'est bon pour ça? Oui. On a un agent vert. Est-ce que vous savez ce que c'est un agent vert? C'est le gars qui se lève à 5 h du matin. Ça fait presque 4 ans qu'on l'a. Et il est très utile. Parce que pour nous, premièrement, il fait la tournée des bacs sur le plan qualitatif. Hein. Il va passer au travail, puis il va regarder les bacs, puis il va dire, il va mettre des petits habits de courtoisie. Et oui, merci beaucoup. Et là, il met des habits de courtoisie, puis il dit, ben là, vous avez mis siège d'auto dans le bac blanc, OK? S'il vous plaît, ne pas refaire. Ça, il va faire ça. Il va aussi faire des interventions auprès des commerces, plus spécifiquement là, dans les conteneurs des commerçants. Puis là, il va venir lui dire, là, on va envoyer des lettres aux commerçants. On a trouvé du bois et des matières recyclables dans ton bac à déchets. Ça ne devrait pas être là. Est-ce qu'on peut t'aider? Okay? Alors, on fait beaucoup d'accompagnement et de suivi comme ça, et l'agent vert nous aide beaucoup dans ce sens-là. Donc, l'objectif recherché est toujours le même, c'est d'améliorer la qualité des matières recyclables et compostables et de diminuer l'enfouissement. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ça coûte à peu près, là, je vous dirais, là, l'agent vert nous coûte 10-12 000 par année. Okay? Parce que c'est pas 12 mois par année. Le travail, c'est ça, c'est à peu près mi-année. Et c'est la dernière. On produit un calendrier annuel dans lequel on met tous nos rappels là-dedans, toutes nos informations qu'on veut transmettre. Vous pourrez aller voir sur le site de la régie, ritmrg.ca. Les calendriers sont là. On a aussi des capsules vidéo qu'on a filmées avec les citoyens, avec les commerçants. Des fois, il y a des informations intéressantes là-dedans. Mais ce calendrier-là, il nous aide beaucoup à passer beaucoup de messages. Ça nous permet de dire aux citoyens aussi, quand ils nous appellent, ils disent « Oui, mais vous ne nous l'avez pas dit. Avez-vous votre calendrier? Je ne le trouve plus. » Ah! Il y a un petit silence. Là, j'ai dit « Oui, je vais te répondre pareil. » Non, mais c'est pas vrai. C'est que, en fait, nous, ça nous permet de dire ben, on vous a informé, c'est l'outil, alors utilisez-le, il est là pour vous. Bon, là, je pense que j'ai fini. Ah non, je peux pas faire. Voilà. J'ai terminé. Si vous voulez nous rejoindre, téléphone, vous pouvez venir nous visiter, on est ouvert à vous.